J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour à toutes et à tous, ça reste entre nous sur Radio J, l'émission politique comme nulle part ailleurs, les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies, les petits malheurs et les grandes réussites de nos femmes et de nos hommes politiques, le tout sans la moindre langue de bois. C'est rare et c'est tous les mercredis, 21h sur Radio J. Alors cette semaine, on va s'intéresser bien sûr à la grogne, pour ne pas dire la colère des agriculteurs qui montent dangereusement, gros sujet d'inquiétude pour le gouvernement de Gabriel Attal qui suit le dossier comme le lait sur le feu, sans mauvais jeu de mots. Et puis, on va s'intéresser aux premiers pas du chef du gouvernement et de son équipe. Pas toujours facile, on va le voir. Et enfin, on va se tourner vers la gauche et vers Raphaël Glucksmann, l'homme qui monte dans les sondages et qui, de ce fait, concentre les tirs de ses petits camarades insoumis, communistes et écologistes. Coulisses, analyse et décryptage, tout de suite avec nos invités. Alors pour en parler, autour de la table, l'élite des éditorialistes, les Top Guns du décryptage, la crème de la crème. Et aujourd'hui, c'est la Dream Team. Et tout d'abord, l'indispensable Arlette Chabot, éditorialiste politique. Bonsoir Arlette. L'inévitable Émilie Zapalski, éditorialiste et communicante, présidente de l'agence Émilie Conseil. Bonsoir Émilie. Bonsoir David. Et last but not least, l'incontournable Michael Darmon, j'ose pas dire l'inénarrable Michael Darmon, éditorialiste politique. Bonsoir Michael. Bonsoir à tous. Merci, on tremble à chaque fois. On attend l'adjectif. On attend l'adjectif. Alors je vous rappelle la règle du jeu, même si vous la connaissez. Pas de off, pas de langue de bois. Vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher, tout nous raconter. Bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors, on le disait, c'est le dossier qui inquiète le gouvernement cette semaine. La grande colère des agriculteurs qui monte et qui n'en finit plus. Les préfets ont été chargés de rencontrer ce week-end tous les représentants du secteur et de lister les revendications. Et puis, surtout, sur le terrain, il y a un certain nombre de mouvements plus ou moins spontanés, blocage des autoroutes dans le sud-ouest du pays qui commencent à s'étendre un peu partout, appel de la coordination rurale à mener des actions également partout en France demain, rassemblement organisé par la FNSEA, une direction régionale de l'environnement a même sauté à Carcassonne. Le mouvement fait tache d'huile et puis un événement tragique, bien sûr, avec une agricultrice et sa fille décédée après un accident de la route sur un blocage dans le Gers. La révolte gronde. Est-ce que c'est la première crise sérieuse pour le gouvernement Attal, Arlette Chabot ? Oui, assurément. Et c'est surtout celle qu'il n'attendait sans doute pas. Peut-être a-t-il été, insensible au premier mouvement de colère au mois de novembre dernier que celle qui l'a précédée à Matignon avait réussi un peu à éteindre en étouffant des taxes. Donc quand on supprime des taxes, généralement on calme la colère. Mais là, c'est sûrement pas celle qu'il attendait. Et puis surtout, ça lui tombe dessus très très vite. Alors on va pas lister tout de suite la liste des dossiers qu'il a à traiter, mais les agriculteurs, par définition, on le sait à quel point c'est sensible. Pour une bonne raison, c'est que les Français soutiennent, en tout cas les plus âgés qui sont plus attentifs au sort, à l'alimentation, qui ont des souvenirs de grands-parents qui étaient agriculteurs que la nouvelle génération, qui elle est peut-être plus sensible à la cause écolo. En tout cas, quand on regarde les enquêtes d'opinion, ils sont soutenus, ces agriculteurs. Donc c'est difficile. Et puis deuxièmement, il y a un contexte électoral où effectivement, on a bien vu comment Jordan Bardella, alors lui, a su immédiatement surfer. On va en parler tout à l'heure. Dessus, donc c'est compliqué pour Gabriel Attal, c'est pas un sujet qu'il connaît bien. Et puis il faut qu'il montre à quel point il est Gabriel Attal, c'est-à-dire il va vite, il comprend tout, il décide vite et tout se calme. Alors, il ne connaît pas bien le dossier, vous le disiez. Une personnalité politique, dans un journal du matin, le qualifiait même de rat des villes, si j'ose dire, sans que ce soit péjoratif. Alors, justement, le Parisien cette semaine... C'est sympathique, d'ailleurs. Oui, le Parisien, cette semaine, citait un ministre qui parlait, je cite, d'un vent de panique dans les rangs face à cette crise. Est-ce que c'est la grande peur d'une jacquerie, Émilie Zapalski ? Oui, je pense qu'on parle de gilets jaunes, on parle de gilets verts. Il y a un peu ces éléments de dénominateur commun, un peu de cette France oubliée, rurale, périphérique, qui n'existe pas
pas aux yeux du gouvernement et auxquels on n'apporte pas de réponse concrète, vraiment tangible, alors qu'ils vivent des situations très difficiles. Donc c'est vrai qu'il y a ce dénominateur commun, avec, je rajouterais, celui de la transition écologique. C'est-à-dire, on demande à ces populations d'aller vers la transition écologique, mais on les accompagne pas suffisamment. Je pense aux Gilets jaunes, c'était les familles les plus modestes. On leur demande plus d'argent pour le carburant. À l'époque, c'était la taxe carbone. La taxe carbone. Là, c'est un peu pareil. On leur demande quelque part de financer des investissements pour respecter des normes environnementales. On les accompagne pas tellement et on sait qu'ils ont des revenus déjà très modestes. Par contre, moi, j'ai du mal à comprendre ce vent de panique parce que en 2017, Emmanuel Macron avait déjà parlé des conditions de travail des agriculteurs et notamment de leurs revenus, qu'on sait très très modestes. Alors il y a eu les lois Egalim qui essayaient de négocier des marges plus importantes pour leurs prix. On voit que ça ne marche pas. Il y a eu, comme vous avez dit, cette gronde, elle existe déjà. Au moment du Covid, on s'est rendu compte aussi de l'importance de la souveraineté alimentaire et que peut-être qu'on allait un peu vite sur la transition écologique au détriment de cette souveraineté alimentaire. Et là, on a eu en novembre ces panneaux à l'envers qui signalaient par les agriculteurs. Alors peut-être panneaux que c'était de signalisation mis par-dessus tête, si j'ose dire. Voilà, exactement. Sans dessus-dessous pour dire on avance n'importe comment, c'est n'importe quoi. Alors peut-être que c'était mignon, sympa, amusant, mais ça révélait une véritable colère au fond qui s'exprime maintenant. Donc j'ai du mal à comprendre qu'on découvre ça. Est-ce que c'est la touche rat des villes qui fait qu'on s'intéresse pas beaucoup et tant que ça crie pas, on répond pas à ça. Mais là, c'est vrai que là, c'est vraiment branle-bas de combat et on se demande à quel point le gouvernement Attal va pouvoir apporter des réponses suffisantes à la hauteur de cette crise qui n'a pas l'air de s'éteindre et au contraire qui a l'air de s'étendre et de prendre beaucoup de force. Qui prend beaucoup de force à tel point que même les représentants des organisations syndicales semblent un petit peu débordés par leur base. Alors vous évoquiez les Gilets jaunes, vous faisiez la comparaison avec ce mouvement que l'exécutif n'avait pas non plus vu venir, mais Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, lui, il n'est pas d'accord. Pas d'amalgame, a-t-il expliqué dimanche sur France Inter, entre grogne paysanne et Gilets jaunes. Chaque mouvement a ses spécificités. Là, on a un mouvement de nature agricole avec des agriculteurs qui sont souvent empreints de beaucoup de responsabilités et aussi de beaucoup de désespérance. N'essayons pas de comparer les choses. Là, on a quelque chose qui est multiforme en termes d'injonction, de demande, de crise, qui est la sédimentation de plusieurs sujets. Ce que j'ai essayé de dire, c'est pas le sujet avec Gilets jaunes qui part sur un sujet principal, qui était l'affaire d'une taxe. Donc n'essayons pas de faire des amalgames. Et puis pour ceux qui rêvent de la révolution, essayons plutôt de résoudre les problèmes, parce que moi je pense qu'on a besoin à un moment, dans les crises, d'essayer d'en sortir quelque chose. Pas d'amalgame, nous dit Marc Fesneau. Enfin, il y a quand même, Michael Darmon, on sent quand même le spectre des Gilets jaunes qui rôde sur nos campagnes, si j'ose dire. Non, c'est ce qui peut expliquer effectivement le sentiment de peur et d'hypervigilance de la part de l'exécutif, parce que ce sont des grands brûlés, et en particulier Emmanuel Macron, des Gilets jaunes, et donc tout ce qui ressemble à cette forme d'organisation, il dit attention, faire attention. Mais c'est vrai, et Arlette l'a rappelé très justement, Elisabeth Borne avait pris la mesure en débranchant 2 mesures de fiscalité dans le budget qui avaient un peu calmé la tension, pas suffisamment, parce qu'effectivement le mouvement il est très puissant. D'abord il est européen. Donc, si on cherchait une manière de dire que l'Europe existe, eh bien l'Europe de la protestation et du malaise rural existe. Chaque pays a ses sujets, mais on voit bien que c'est une protestation commune. Et puis, ce sont des doubles victimes en réalité, de 2 mouvements contradictoires. D'un mouvement de dérégulation profond avec les grands accords échanges internationaux, Mercosur et compagnie, qui dérégulent et qui viennent ouvrir un marché qui est difficile à garder pour les nationaux, et un mouvement d'hyper-régulation nationale lié justement à l'inspection très 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 vétilleuse de la transition écologique, où on demande c'est uburois, il y a 14 textes pour faire la haie, pour faire une haie. Oui. Il y a à chaque fois lorsqu'on demande à des agriculteurs, j'écoutais un témoignage ce matin d'un exploitant agricole qui avait récupéré ça en héritage de ses parents. On lui demandait de tout mettre aux normes, il met tout aux normes, il est attaqué par les voisins parce qu'il y a le bruit des vaches, il a perdu. Ces fameux néo-ruraux qui arrivent des villes et qui empêchent l'activité des paysans. On a un nouveau territoire d'affrontement, et ça c'est Jérôme Fourquet qui l'avait raconté dans son livre L'archipel, dans la France sous nos yeux. Il avait mis au jour le fait que le nouveau territoire d'affrontement serait les zones rurales, avec effectivement les injonctions
de transition écologique et les contraintes de production. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que ce malaise, il va nécessiter autre chose qu'un talent de communication italien, parce que il suffit pas justement d'aller interdire et faire un coup de menton. Là, il faut trouver de la politique publique, de l'innovation et de la subtilité politique. Alors, en tout cas, le gouvernement, il est mobilisé. Le Premier ministre était samedi dans une petite ville du Rhône, le ministre de l'économie Bruno Le Maire dans la Marne, celui de l'agriculture Marc Fesneau dans le Cher et hier dans le Gers où s'est passé effectivement ce drame avec ces 2 décès. Et puis, Gabriel Attal, qui a reçu les principaux syndicats lundi et mardi à Matignon, a répliqué vertement hier à l'Assemblée aux oppositions qui l'attaquaient de toutes parts et il a dénoncé les larmes de crocodile. On l'écoute. Parfois, vos larmes pour nos agriculteurs ressemblent à des larmes de crocodile, vraiment. Parce que la réalité, c'est qu'à chaque fois que nos agriculteurs, que nos éleveurs familiaux ont un projet d'extension de leur élevage, qui s'y oppose? Vos amis, avec votre soutien. À chaque fois qu'un projet est lancé dans notre pays, sur une retenue d'eau pour lutter contre la sécheresse, sur des investissements pour nos exploitations, ce sont vos amis qui s'y opposent. À chaque problème, vous répondez par une norme. À chaque difficulté, vous répondez plutôt en général en pointant du doigt nos agriculteurs. Je le dis avec le plus grand calme. Quand certains discours portés sur nos agriculteurs les présentent comme des bandits, comme des pollueurs de nos terres, comme des tortionnaires de leurs animaux, on aimerait aussi entendre vos indignations et votre défense du modèle agricole. Alors, un Gabriel Attal extrêmement politique, c'est extrêmement offensif, mais qui tape d'abord et avant tout sur la gauche. Est-ce que c'est la bonne cible? Est-ce qu'il ne se trompe pas, eu égard à ce que vous disiez tout à l'heure, sur la grande offensive du RN vis-à-vis des agriculteurs? Alors, il est sur les 2 fronts. Il a commis une erreur, je pense, samedi, c'est de maintenir son vrai, faux, grand, petit débat à l'image de ceux que tenait Emmanuel Macron, pendant que Jordan Bardella, lui, était... avec des bottes sur le terrain agricole. En Gironde. En Gironde. Et lui était dans le Rhône. Moi, je pense qu'il a eu tort de maintenir ce qui était prévu. On a parlé de tout, de l'hôpital, de l'école. Bon. Il était hors sujet. Il y a eu 2 questions d'agriculteurs qui étaient très bonnes, mais je pense qu'il aurait dû faire cet échange, le réserver justement aux agriculteurs, totalement aux agriculteurs. Bon, donc ça, il n'a pas su bouger en termes de com. Je pense que c'était pas vraiment une bonne idée. Deuxièmement, oui, il n'a pas tort, en se tournant vers la gauche, en regardant du côté des écologistes, c'est vrai que c'est super compliqué. Les écologistes, ils disent, mais nous, on veut interdire les pesticides, pourquoi ? Parce que c'est mauvais pour la santé des agriculteurs et c'est mauvais pour la santé de ceux qui mangent les légumes ou les fruits notamment qui sont produits avec des pesticides. Mais le problème en face, donc, bonne foi, c'est vrai, c'est bien. Sauf qu'on ne peut pas les interdire, comme disent les agriculteurs ou les producteurs, tant qu'il n'y a pas de produits de substitution ou de méthodes pour effectivement éviter qu'on ne puisse plus produire plutôt de cerises en France. Pareil pour les échanges internationaux. Ils sont contre le Mercosur, comme effectivement l'accord de libre-échange, comme les agriculteurs. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on importe de viande pour qu'on ne mange pas de viande. Donc on dit aux agriculteurs français, arrêtez de produire la viande parce que ça pollue. Donc on en importe de l'étranger et notamment de pays qui produisent dans des conditions très différentes des nôtres. Mais le problème, c'est que le fossé, il reste immense. Donc, il n'a pas tort, effectivement. C'est ces contradictions qui sont difficiles. C'est vrai, mais je dirais qu'il a parlé de l'arme de crocodile. Moi, j'ai parlé des armes du crocodile. C'est-à-dire que c'est Gabriel Attal qui se comporte comme un caïman déjà qui sait faire. Parce qu'en réalité, la production de normes, c'est quand même le système exécutif. Et bruxellois. Et bruxellois, mais en tout cas, français aussi. Pardon, il existe encore aujourd'hui, en plein hiver, un décret sécheresse qui s'impose aux Yvelines. Ça veut dire que les agriculteurs ne peuvent pas travailler en récupérant de l'eau pour leur culture parce qu'ils sont soumis au décret sécheresse. Là, en mois de janvier, après 3 mois de pluie. Donc, on marche vraiment sur la tête et ils ont eu raison. C'est vraiment la phrase de l'époque. Après, oui, il produit lui aussi effectivement de la politique publique et il pourrait aller attaquer justement ceux qui produisent ces normes. D'ailleurs,
officiellement, il y a aujourd'hui une grande mobilisation liée maintenant à la lutte contre la norme. On va tout simplifier. Mais je doute fortement. Ce qu'a annoncé le président Macron mais bien lors de sa sûr, conférence de presse. bien entendu, il a annoncé ça, mais ça, c'est encore la parole performative. On dit, donc c'est fait. Mais en réalité, il va falloir aller voir ceux qui produisent les normes, et d'ailleurs vous avez, quand on va voir l'association ou l'instance qui produit, qui contrôle les normes françaises, ils vous disent on s'occupe de tout sauf de l'agriculture. Alors, donc on est vraiment chez Ubu. Alors, Ubu, mais est-ce que Gabriel Attal ne se trompe pas de cible en tapant d'abord sur les écologistes, alors que la véritable grande peur de l'exécutif à 6 mois de 2 européennes, c'est de voir le RN surfer sur cette colère des agriculteurs. Et d'ailleurs, Jordan Bardella, on évoquait sa visite en Gironde, et lors de cette visite, il a positionné son parti comme le seul et unique rempart face, je cite, une Union européenne qui veut tuer l'agriculture française. Oui, moi je pense que là, je comprends pas très bien la stratégie. Et c'est vrai que c'était étonnant ce match à distance entre Jordan Bardella et Gabriel Attal, avec évidemment un Gabriel Attal qui est un petit peu coincé parce qu'il est héritier de ce bilan de 7 ans où il y a eu une accumulation des normes. On a lancé donc la transition écologique pour les agriculteurs et il y a toutes ces difficultés. Même s'il est nouveau Premier ministre, il est quand même héritier de ce bilan. Donc il peut faire toutes les promesses qu'il veut. On a du mal à le croire. Et à côté de ça, on avait un Jordan Bardella très fort, très rapace aussi. Allez, on saute sur l'occasion, parce que je suis pas sûr qu'ils s'y connaissent beaucoup plus que ce rat des villes que représente Attal. Et d'ailleurs, leurs annonces, elles sont un petit peu légères. On parle de patriotisme économique, évidemment, parce que ça fait tilt dans la tête des gens et qu'on va dire, on va plutôt défendre notre souveraineté alimentaire que rajouter des normes. Mais qu'est-ce qu'il propose ? Il propose quand même pas grand-chose de concret. Et je pense que là, il avait du grain à moudre, Gabriel Attal, pour les attaquer là-dessus. Est-ce qu'il trouve ça trop dangereux parce que justement ça représente cette France des oubliés, même si on sait que c'est pas beaucoup l'électorat agricole, c'est 1,5%. J'arrive pas très bien à comprendre pourquoi ils les saisissent pas sur le fond, ils les critiquent pas là-dessus, alors qu'il y a vraiment de quoi faire, et arrêter de les laisser déclarer des choses qui sont pas très réalistes, qui sont très simplistes. C'est très populiste, très démagogue. Vous avez raison. Peu de propositions, un appel, une adresse à, je cite, la France des oubliés. Et puis Bardella, il explique aussi qu'il voit dans ce mouvement, je cite, le cri d'un peuple français qui ne veut pas de mourir. C'est quand même, on est beaucoup dans le symbole, mais c'est des arguments qui sont difficiles à attaquer pour le gouvernement, non ? Ce qui est surtout aussi difficile pour le Rassemblement national, c'est que les agriculteurs, ils sont européens, eux. Ils ont toujours voté, d'ailleurs, très largement pour Emmanuel Macron lors de la dernière élection présidentielle, parce qu'ils sont favorables à l'Europe. Donc, si on sort de l'Europe, c'est la fin de la PAC et la fin des aides. Et donc, ils n'ont jamais vraiment voté, à quelques exceptions près, pour le Rassemblement national. Ils ont toujours des difficultés. Donc là, maintenant, il y a un virage, dire c'est la faute de l'Europe, mais bon... En même temps, ça tombe bien parce que Marine Le Pen ne veut plus sortir de l'Union européenne. Mais c'est une position qui est effectivement un peu compliquée. Quant aux propositions, on les attend toujours. On les attend toujours parce que ce n'est pas leur truc. Les propositions, on ne peut pas dire que d'une manière générale, les propositions soient extrêmement nombreuses. Comme le programme économique, d'ailleurs, qu'on attend toujours depuis 2022. On attend le programme économique. Bon, ils surfent effectivement sur les colères. Ça, c'est vrai, le parti de la colère facile, a dit Emmanuel Macron. Vous voyez, j'ai retenu une phrase de la conférence de presse d'il y a une semaine. Ça devait être la plus importante. Oui. En tout cas, c'était une bonne formule. C'est vrai qu'il surfe là-dessus. Mais en même temps, le gouvernement ou le président de la République lui-même a dit... Pour que la France reste la France. Pour que la France reste la France, il faut que ces agriculteurs soient défendus, protégés et qu'ils fassent du Chirac et pas du Sarkozy. On pourrait demander aussi utilement au président de la République pourquoi, au président de ce parti La Colère Facile, il lui a offert la possibilité de discuter 2 fois avec lui lors des fameuses rencontres de Saint-Denis qui l'ont totalement fait rentrer dans l'arc républicain. Pourquoi, au fond, il valide le fait qu'il y a une jeunesse inédite, en tout cas importante à la tête de ce parti, en nommant un Premier ministre jeune qui crée la nouvelle affiche et en déstabilisant LR, en débranchant Madame Dati et la faisant passer dans son camp. Donc oui, je veux bien que ça soit la colère facile, mais peut-être aussi participe-t-il à l'entretien de cette colère. Alors le président, justement, va sacrifier au traditionnel rendez-vous du Salon de l'Agriculture qui ouvre dans un mois. Ça promet quand même, avec cette ambiance. Est-ce que Emmanuel Macron ne risque pas d'y être reçu, non pas avec des fourches, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas avec des sifflets et des huées, Émilie ? Alors déjà, l'année dernière, ça avait été un petit peu chahuté quand même. Il y avait eu des passages un peu moins
grandiloquent comme les 14 heures qu'on avait pu avoir. On sentait qu'il y avait quand même un petit peu de méfiance sur les réactions et que parfois on entendait un peu chahuter. Là, oui, ça pourrait être terrible, ces images-là. Et plus globalement, j'ai l'impression que hier, je regardais les vœux d'Emmanuel Macron aux sportifs. Il y a une espèce de décalage déjà au niveau du président, de ce qu'il représente et des messages qu'il veut faire passer. Donc la semaine dernière, la conférence de presse, et là, le côté séquence sportive. Les vœux, il pouvait peut-être pas les annuler, mais ça faisait un énorme décalage entre ce qui se passe sur le terrain et ce qu'il veut communiquer de positif comme message. Si on est dans les allées du salon avec cette ambiance, ça risque d'être très 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 problématique parce qu'on est là toujours en perspective des élections européennes. Donc comment reprendre la main là-dessus ? Moi, encore une fois, je me pose la question sur ce qui va être annoncé en fin de semaine, dit-on, pour essayer de calmer la colère. Comme disait Michael, il faut pas, on n'a pas le droit à des demi-mesures. Il va falloir que ça soit conséquent. Je ne sais pas si ça peut être suffisant pour calmer là ce mouvement lancé. Alors en attendant les demi-mesures pour les élections européennes, il y a quand même une liste Alliance Rurale qui a été montée par le président de la Fédération des chasseurs, Willy Schrein, qu'on dit téléguidée par l'Élysée pour siphonner les voix des agriculteurs, précisément éviter qu'elles ne profitent au RN. Un peu sur le modèle de ce qui avait marché il y a une vingtaine d'années avec chasse, pêche, nature et tradition de Jean Saint-Josse. Ça peut marcher, Michael, cette affaire ? On verra. Je crois que ça vise plus le monde de la ruralité avec les chasseurs, donc ruralité au sens global, parce que au fond, dans la ruralité, tout le monde n'est pas agriculteur. Bien sûr. De ce point de vue-là, je pense c'est la cible, elle est là plus qu'effectivement sur les agriculteurs qui, comme disait Arlette, sont quand même dans une tradition et un intérêt plutôt favorable et sensible à l'Europe. Moi, ce qui me frappe quand même dans ce mouvement de révolte agricole, au fond, c'est son calme. Ça n'est pas une jacquerie. Il n'y a pas de feu. On parlait des gilets jaunes, c'est pas... Il y a un accident, mais qui ne provient pas des manifestants. Ils ne sont pas venus mettre le feu aux préfectures. Il n'y a pas de gaz lacrymogène. D'ailleurs, on a bien vu à quel point Gérald Darmanin a dit « Je ne fais pas évacuer le ministre de l'Intérieur le blocage, est très clément parce qu'il n'y a aucun problème de trouble à l'ordre public. L'autoroute est bloquée, mais il n'y a aucun problème de trouble à l'ordre public, bien évidemment. Donc, on s'en souviendra. Mais c'est surtout l'idée que au fond, la grande différence avec les Gilets jaunes, et Marc Fesneau a raison, il y a des interlocuteurs. Il y a une organisation syndicale, d'ailleurs, que certains, à la base, trouvent beaucoup trop accompagnante et conciliante et accommodante avec le pouvoir. En l'occurrence, c'est la FNSEA qui est le syndicat hégémonique dans le monde agricole. À côté, vous avez la coordination rurale qui est beaucoup plus radicale, plus allante. D'ailleurs, elle part toujours du sud-ouest. C'est elle qui aussi avait organisé le blocus de Paris en mai 92, avec les tracteurs, en juin 92, les tracteurs qui étaient montés à Paris. Donc on sent qu'il y a cette envie. À chaque fois que vous entendez on va venir à Paris avec les tracteurs, ça vient de la coordination rurale. La FNSEA, c'est on négocie. Parfois on négocie trop. On oublie quand même que Rousseau, c'est lui qui a négocié avec le gouvernement la fiscalité du gazole non routier. Donc là, personne ne le rappelle, mais il est dans ces petits papiers. Donc le mouvement est assez, et je trouve calme, pas violent, et au fond un peu à l'allemande presque. Un mouvement calme pour le moment. Merci à tous les trois pour ces explications fort instructives. On se quitte quelques instants et on se retrouve très vite pour évoquer les premiers pas des ministres du gouvernement Attal. À tout de suite. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Radio J, ça reste entre nous, Michael Darmon, Émilie Zapalski, Arlette Chabot. Deuxième sujet de notre débat, les premiers pas du gouvernement Attal. Il y a beaucoup à dire, et d'abord sur le Premier ministre lui-même qui prépare son grand oral, sa fameuse déclaration de politique générale qui aura lieu mardi prochain. Depuis sa nomination, il a pris soin de rencontrer un peu tout le monde, les syndicats, les oppositions. Mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir annoncer, Gabriel Attal, Arlette Chabot ? Mais j'ai entendu samedi, justement, il parlait de la transition écologique, etc. Alors là, c'est un chapitre qui va quand même être un peu réduit parce que... Vu notre précédent débat, évidemment, ça a du plomb dans l'aile. C'est un peu difficile et honnêtement, tout ça ne va pas très bien, quoi. Ce calendrier est impossible. Voilà, il est nommé, c'est formidable, il a 24 heures, 48 heures de joie où les éditorialistes disent c'est très bien. Après arrive Rachida Dati, elle lui vole la vedette. Après, il y a les premiers faux pas de la ministre de l'Éducation, des Sports et des Jeux Olympiques. Après, il y a la conférence de presse du président qui lui coupe l'herbe sous le pied. Après, il y a la crise agricole qui arrive.
Je me dis, franchement, c'est compliqué quand même. Hein, les ennuis volants en escadrille, comme disait l'autre, sur un ton plus trivial. Donc c'est quand même extrêmement difficile. Or, c'était une bonne idée de dire, après je vais écouter, je vais voir des Français, je reçois les syndicats, je reçois les partis politiques. Tout le calendrier a quand même été largement perturbé, évidemment, par cette crise agricole. Et son premier souci, c'est évidemment de la régler cette crise, ou d'éviter en tout cas qu'elle s'étende un peu plus. Donc, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir dire, parce que le discours de la méthode, on a compris, agir, voilà. Des résultats, voilà. Donc, tout le monde peut le chanter en chœur. Donc, ça, on a bien compris. Là, il faut qu'il réussisse. Et j'allais oublier au milieu de tout ça le Conseil constitutionnel sur la loi immigration. Demain à 16h. Donc, tout ça fait que le pauvre, vous avez l'impression que c'est tout lui tombe sur la tête. C'est terrifiant, quoi. Hein. Et dans cette affaire, on ne peut pas dire que le président de la République l'ait vraiment aidé par ses choix. Il n'y a toujours pas non plus, le gouvernement n'est toujours pas complet. Donc, cette déclaration de politique générale, oui, on va l'attendre, mais on attend d'abord de savoir s'il se sort de la crise agricole. Alors, vous le disiez, avec sa conférence de presse de la semaine dernière, le président qui a multiplié les annonces lui a quand même coupé l'herbe sous le pied. Est-ce que Mickaël Darmon, il reste des choses en stock? Qu'est-ce qui va bien pouvoir nous sortir? Comme disait Raymond Domenech sur l'équipe de France, il va falloir faire les fonds de tiroir, non? Il va devoir faire une déclaration générale sur la politique. Oui. Plutôt qu'une déclaration de politique générale. Bien vu. Et parce qu'en fait, il n'a pas d'autres créneaux. C'est comme Arlette vient de résumer terriblement voilà la liste de ses ennuis, si je puis dire. Il lui reste plus grand chose simplement que de faire du Gabriel Attal. Je crois que on peut rajouter à tout ce qui lui arrive en ce moment, et c'est effectivement ce sentiment d'être embarqué dans une centrifugeuse. Et avec le sentiment de ne pas pouvoir du tout maîtriser quoi que ce soit, parce que tout va très très vite. C'est une chose aussi de passer de la capacité talentueuse d'être solo à celle de devoir organiser un gouvernement. Ça, il me fait penser, vous savez, et Arlette, on a souvent connu ce syndrome, et elle surtout aux fonctions qu'elle a occupées, les grands reporters très talentueux qu'on nomme chefs de service. C'est une catastrophe. Parce que tout d'un coup, le soliste ne fait pas un chef d'orchestre. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est son enjeu. Je ne dis pas du tout que c'est raté, mais son enjeu, c'est celui-là. C'est de passer du soliste talentueux au chef d'orchestre, chef d'équipe, capable d'influer, de distribuer sa méthode. Avec des instrumentistes qui parfois n'en font qu'à leur tête. Et avec ceux qui veulent jouer effectivement, soit qui jouent le couac, soit ceux qui jouent effectivement de leur côté leur propre partition. Voilà, donc on peut pousser ça à l'envi pendant des heures sans problème. Mais c'est ça son sujet. Est-ce que les crocodiles vont l'aider ou vont le manger ? Quand on regarde les premiers sourires goguenards à l'époque, il y a quelques jours, de Gérald Darmanin, le regardant se débrouiller dans une salle de commissariat, on pense qu'il y aura peut-être un petit peu des deux. À un moment donné, il y aura forcément des jeux d'alliance. Il doit forcément déjà d'être en train d'essayer de construire son équilibre interne, sur qui il s'adresse, qui se repose, avec qui il travaille, avec qui il va s'afficher. Tout ça, on le verra avec le temps. Mais là, pour l'instant, il gère l'actu, comme on dit. Alors, il n'a pas le temps de réfléchir. Il gère l'actu. Je vais m'adresser à vous, Émilie, spécialiste de la com politique. Il y a quand même un style Attal. On n'en sait pas plus sur le fond, mais il a la bougeotte quand même. Hein. Souvenez-vous, 5 déplacements en 5 jours. Lors de sa première semaine, Pas-de-Calais auprès des sinistrés, le commissariat du Val d'Oise avec Darmanin, vous le citiez, Mickaël. Collège des Yvelines, on y reviendra tout à l'heure sur le cas de la ministre de l'Éducation. Hôpital à Dijon, marché à Caen. Et on le disait, samedi encore dans une petite ville du Rhône. C'est quoi l'objectif? Pourquoi suroccuper le terrain comme ça? Petite inspiration Sarkozy. Il y a un peu de ça quand même. Essayer d'être un petit peu partout présent. Une carte postale par jour? Voilà. Alors, ça peut marcher, mais ça a des limites. Et globalement, je trouve que c'est aussi un peu la méthode Macron. C'est les limites de la communication. Alors, c'est étonnant parce que moi, je suis communicante à la base. Mais trop de communication tue la communication. Et là, on arrive au bout du bout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gesticulation, beaucoup de choses, beaucoup de promesses. Ça se noie totalement. C'est ce que faisait un peu Macron
Macron déjà avant, très très bavard, très présent partout, on retient pas grand-chose, et on essaie de sortir quelques mesures du chapeau ou quelques gadgets qui marchent plus, parce que cette méthode Macron, on l'a éprouvée depuis 7 ans, ça nous a surpris. Grand débat, convention citoyenne, des inventions comme ça. Rencontre de Saint-Denis, mais qui déjà CNR, ont fait un flop. CNR, Conseil national de la refondation, mais petit à petit, ces gadgets, ils ont fait des flops parce qu'on a compris qu'il y avait rien derrière, très très peu de choses qui étaient décidées. C'est des jouets. Même chose pour l'abaya, l'uniforme qu'a tenté Gabriel Attal avec succès au ministère de l'Éducation nationale, et Emmanuel Macron, uniforme, service national universel, des choses comme ça, pour en plus donner des clins d'œil à la droite. Ça marche pas parce que c'est la surface, c'est l'artifice, et on sait très bien que maintenant, c'est visible, le fond. Quand est-ce qu'on s'occupe du fond, de l'hôpital, des enseignants? On peut pas répondre comme ça, juste avec de la communication, et on a du mal à voir ce qui se trame derrière, ça se voit d'autant plus aujourd'hui. Alors malheureusement, avec ces crises qui font encore plus apparaître, mais ça se voit beaucoup plus qu'il y a 7 ans ou que même dans les dernières années. Ce qui est terrible, c'est que vous l'avez dit, un remaniement qui dure dans la longueur, ça je trouve que ça présente très mal. On parlait hier des sans-abri, le rapport, il n'y a pas de ministre du logement, il va faire sa déclaration, on sait même pas, son équipe n'est pas au complet. L'autorité, vous en avez parlé, c'est compliqué aussi avec des vieux de la vieille comme Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin qui sont là depuis longtemps, Dupond-Moretti, c'est compliqué de faire son autorité. Mais moi je crois que c'est plus une question de reprise en main de cet agenda politique, mais au niveau des mesures. Et je pense que là, avec les élections européennes et le Rassemblement national qui semble dire « moi, je réponds à vos soucis du quotidien, moi, je m'occupe de l'immigration, moi, je fais pas des lois qui vont être retoquées par le Conseil constitutionnel », ils ont de quoi faire. Et je comprends pas que la moulinette de travail, parce que c'est du travail, c'est répondre, c'est compliqué, c'est pas facile, mais moulinette du travail pour essayer de répondre et pas faire que des clins d'œil à la droite, des mesurettes qui marquent des points mais très à court terme. Je trouve que là, il devrait se retrousser les manches. Je dis pas qu'Attal est flemmard, il a pas du tout l'air d'être de ce type, et c'est en effet une personnalité qui a l'air de bien réussir, mais il faut aller dans le fond, le fond des choses. Alors, le fond des choses, on le verra, on l'espère, lors de la déclaration de politique générale, mais il y a une tradition en France, après la déclaration de politique générale, ça s'appelle le vote de confiance. Oui. Et évidemment, la gauche le réclame pour mardi prochain, mais Attal, lui, il s'y refuse, puisque, comme on le sait, il n'y a toujours pas de majorité absolue. Est-ce que ça fait pas mauvais genre, ça, Arlette Chabot, puisque c'est quand même une tradition, et même si Elisabeth Borne, faute de majorité, ne l'avait pas fait non plus. Si on avait oublié qu'il n'y avait pas de majorité relative, et on n'a pas oublié que le gouvernement n'a pas de majorité, au choix, vous le tournez comme vous voulez, ce sera le premier moment. Il y aura derrière une motion de censure, quelque chose comme ça, une motion de défiance, et puis voilà, et puis on va retomber petit à petit dans, la routine Elisabeth Borne. Avec celle du 49.3 49.3 après, on sait très bien qu'à la rentrée, on est reparti avec les budgets, etc. Donc, c'est vraiment un problème parce qu'en fait... On ne change pas une équipe qui gagne, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Non, j'ai dit que tout a été fait à l'envers, c'est-à-dire qu'il devait y avoir une relance. La relance, c'était Gabriel Attal. C'était un gouvernement qui était quand même fort, compact. C'est une bonne idée de faire... c'est pas la peine d'avoir 40 ministres, d'avoir un gouvernement fort qui montrait effectivement les priorités. Le successeur de Gabriel Attal, on se disait ça va pas être facile de trouver quelqu'un qui, après son succès, sa performance à l'éducation en 6 mois, peut prendre la suite. Ils se sont trompés dans le casting. Donc ça va pas du tout. Personne n'incarne l'hôpital. On a fait des grands ministères, mais Madame Vautrin, elle est très bien, mais l'hôpital, il n'y a pas de ministre. Le logement, on vous dit, mais non, mais ça ne change pas, il y a toujours un ministre du logement. Ah bon, lequel? Il y a quelqu'un qui attend. Sur le site de l'Élysée. Bonne question, qui est le ministre du logement aujourd'hui? Petit tour de table. C'est clairement marqué quand vous vous mettez sur l'Élysée, c'est même assez violent. Oui. Il n'appartient plus au gouvernement. Voilà. Donc personne ne s'occupe du logement. C'est Christophe Béchu qui est censé faire ça. La réponse posée à un ministre, c'est ça. C'est Christophe Béchu, le ministre de tutelle, qui est toujours en charge du logement. Ah bon, d'accord, très bien. Il y a déjà la transition écologique, vaste dossier, comme on vient de l'évoquer. C'est vraiment énorme. Donc, en fait, la logique, je suis désolée, c'est pas un truc de tradition, c'est qu'il y a un Premier ministre, il y a un gouvernement complet, il y a une déclaration de politique générale qui suit, et après, tout le monde se met au travail, et c'est clair pour tout le monde. Là, on a l'impression qu'ils se sont inventés un parcours, effectivement, toujours original, mais qui en fait est un parcours avec parcours d'obstacles. Il y a des obstacles, il y a des trous, on se prend les pieds dedans et c'est une catastrophe.
Alors, vous citiez la ministre de l'Éducation nationale, erreur de casting. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Amélie Oudéa-Castéra, justement, qui cumule, on le sait, Éducation nationale, mais aussi jeunesse, sport, Jeux olympiques. Et les ennuis. Et les ennuis, puisqu'elle avait braqué l'ensemble des personnels de l'Éducation nationale en moins de 24 heures avec sa bourde sur l'enseignement public. Est-ce qu'elle peut tenir, Michael ? Elle peut tenir tant que le président de la République décide qu'elle tient. Et on sait très bien sa propension à venir affronter, se provoquer le système, on va dire, l'injonction médiatique générale qui consiste à dire, parce qu'au fond aujourd'hui il n'y a que les oppositions et la presse qui demande sa démission, c'est-à-dire c'est la meilleure manière de maintenir, de confirmer une nomination. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron va s'entêter on absolument à ne rien va céder. pas donner à l'opposition ce qu'elle demande, et encore moins aux journalistes dont on connaît l'estime qu'ils leur portent. Donc, de ce point de vue-là, si elle décide pas, elle, mais combien même il faudrait que ça soit accepté, elle est encore faite pour tenir et pour que ça passe. D'autant plus que les décisions récentes concernant le ministre Dussopt et Dupond-Moretti, ces ministres-là, démontrent à Emmanuel Macron qu'il a eu raison de tenir et de dire, voilà, j'ai inventé, j'ai mis en place une nouvelle jurisprudence. Peut-être que ce sera la vraie grande nouveauté de sa présidence. Parce que moi, ce qui me frappe au fond, c'est que tous les ennuis, les difficultés actuelles du gouvernement proviennent, et surtout la difficulté parlementaire, proviennent du fait que après le diagnostic et l'incantation de la révolution, de la mise aux normes de la France au XXIe siècle et du grand changement, les visages et les usages, eh bien, on se comporte exactement de la même manière, et en particulier comme si le message n'avait pas été reçu, qu'il n'y a pas de majorité absolue. Ça veut dire que la promesse de nouveau monde, qui était celle de Macron en 2017, c'est fini. J'ai souvent l'occasion de le répéter, mais malheureusement, ça s'est confirmé d'année en année. Il a dit qu'il était le premier d'un monde nouveau, il est le dernier d'un monde ancien. Et de ce point de vue-là, ça se confirme de jour en jour. Qu'il restaure d'ailleurs en partie, en faisant revenir on est des parti anciens de la Révolution et on est maintenant autour de lui. C'est vrai que ces accords, au-delà du 49.3... En fait, c'était la Révolution conservatrice. Le fait de tirer des bords à l'Assemblée, à droite et à gauche, ça fait un peu quatrième République. Et puis de faire entrer des personnalités qui ont été ministres il y a bien longtemps et qui sans oser et sans assumer de faire une coalition avec la droite. Pourquoi alors, vous me tendez pas fait une perche. On va parler de Rachida Dati, puisqu'elle était ministre il y a maintenant plus de 15 ans. Mais juste le point de vue de la communicante sur le cas Oudéa-Castéra. Comment vous jugez, vous, sa communication, d'abord initiale et sa bourde initiale, et puis la com de crise qui a suivi? La com de crise, elle a été compliquée. Moi, je questionne un peu les choix, notamment d'excuses qui n'en finissaient pas. Je l'ai même entendu dire dans un média, j'ai pensé à démissionner. C'était quand même un peu compliqué. Ça a duré très longtemps. Elle s'est excusée à l'Assemblée, elle s'est excusée dans les médias, elle s'est excusée auprès du corps enseignant. Ça a duré... Ça suit. On voit que c'est pas fini parce qu'on lui trouve encore plein de choses. Voilà, le feuilleton continue, une espèce de plaisir à lui courir après sur tous ses enfants, l'école, tout ça n'en finit pas. Mais en effet, on a un Emmanuel Macron provocateur qui la met en avant. Hier justement pendant les vœux sportifs, il veut la garder. Il se fait un malin plaisir de dire vous voulez toute sa tête, et ben moi je la garde et vous allez voir ça va marcher. On va voir avec qui elle va travailler en plus s'il y a un ministre délégué qui va l'accompagner. Mais je trouve que ce qui est plus grave, encore une fois, c'est qu'elle a donné la porte ouverte aux revendications du corps professoral, de l'enseignement, qu'on n'entendait pas forcément plus que ça. Ça a donné un espèce de vent d'ouverture qui pose, encore une fois, un problème à Gabriel Attal, parce que lui avait réussi à faire un parcours en quelques mois vraiment réussi, qui embarquait tout le monde. La baya, tout le monde se satisfaisait, les profs étaient contents, chefs d'établissement. Et là, tout d'un coup, tout son travail, mais complètement table rase, complètement derrière, à cause de ces bourdes de cette ministre qui n'arrive pas à s'en dépêtrer. Je ne sais pas comment il réagit, lui, et quel impact il peut avoir sur sa communication, mais il y a un moment, il faut couper court. Il y a un moment, il faut éviter de continuer à parler, il faut éviter... Enfin là ça peut continuer encore des mois. Ça va être très dur pour elle d'avoir de l'autorité quand elle va devoir annoncer des mesures sur l'éducation nationale. Ça va être compliqué. Alors, quelques mots sur le comeback pour conclure en beauté cette partie de Rachida Dati, qui s'est exprimée sur ses ambitions municipales à Paris, qui a vertement répliqué à ses anciens amis de l'UMP. Je pense évidemment à Olivier Marleix, le patron des députés LR, mais aussi François Baroin. On l'a beaucoup entendu, mais pas du tout entendu sur la culture. Arlette Chabot, qu'est-ce que vous pensez de ces premiers pas ? En fait, quand on regarde bien, c'est plutôt réussi quand même, parce que Rachida, elle occupe tout l'espace. Et puis,
Elle n'a pas besoin de parler de culture. Elle accompagne le président de la République lorsqu'il va en Seine-Saint-Denis inaugurer un grand centre Médicis version Seine-Saint-Denis. C'est pas utile, on parle d'elle. On lit même des papiers où les insoumis disent à quel point ils ont du respect pour celle qui parle cash, qui n'a peur de personne et surtout pas des hommes. Même Alice Coffin, l'élu écologiste et ultra-féministe, pour ne pas dire wokiste de Paris, la salue en disant qu'elle tient tête aux garçons. Aux garçons. Donc finalement, c'est plutôt un bon choix. Et puis pour la culture... moi, je pense qu'elle sera là où il faut. Les maisons des jeunes et de la culture, là, commencent à dire « Ah, mais Rachida Dati parle de nous, elle va nous donner de l'argent. » Je suis sûre qu'elle va le faire, évidemment. Donc, ça, c'est plutôt réussi. Après, il va falloir la gérer dans les mois qui viennent. Mais, en tout cas, elle est cash, c'est vrai, comme d'habitude. Elle est Dati, c'est-à-dire elle est Rachida Dati. C'est le Dati Show. Et elle ne cache pas ses ambitions. Oui, c'est la mairie de Paris. Et puis, c'est comme ça, et je continue mon chemin. Donc, je trouve que finalement, ça peut surprendre. En tout cas, pour elle, c'est 100% gagnant. Elle l'a d'ailleurs dit lors de sa première vraie sortie hors de l'Île-de-France, en Dordogne, c'était hier. Je cite... Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne lâcherai rien. Pour ceux qui me connaissent, pardon, je ne lâcherai rien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je lâcherai encore moins. Michaël Darmon, vous êtes un spécialiste du cas Dati, puisque vous avez commis un livre qui s'appelle Belle Amie, inspiré du titre de Maupassant, bien sûr. Comment vous jugez, vous, ce comeback ? Et deuxième question, est-ce que Gabriel Attal, puisque vous parliez des solistes et du chef d'orchestre, est-ce qu'il va réussir à gérer ce personnage quand même, pour le moins encombrant du gouvernement ? On verra s'il est encombrant, mais en tout cas, pour aujourd'hui, il est structurant. Ça, c'est certain que c'est le remaniement avec Dati. On se souviendra beaucoup plus peut-être de l'arrivée de Rachida Dati au gouvernement. Prise de guerre, savamment orchestrée entre Macron et elle, pour pouvoir venir déstabiliser durablement, à mon avis, la droite et très certainement de manière un peu plus définitive après les élections européennes. Donc oui, l'opération elle est politique, bien évidemment. Et on ne demande pas à un ministre d'être spécialiste de son champ. Le docteur... Quand même, un petit peu. Pardon, alors, excusez-moi, alors très bien. Le docteur Douste-Blazy, qui a été ministre de la Culture, nous avait pas absolument marqué par sa spécificité sur ce champ-là. Franck Riester, dont la carrière à part parlementaire et plutôt du côté de l'automobile, ne nous a pas spécialement aussi marqué par cela. Donc c'est une décision politique qui est assumée de telle manière qui permet à Macron aussi d'envoyer encore un petit signal, un petit coup de pied de l'âne au monde des artistes qui estiment qu'il doit avoir un ministre à leur botte, mais il leur met Rachida Dati dans les pattes. Pas certain qu'il soit pas finalement, au fond, peut-être séduit parce qu'ils s'y connaissent en personnage, en scénario, en acteur, et peut-être vont-ils un jour admettre qu'effectivement, c'était pas gagné au départ, c'est iconoclaste, mais elle peut représenter, et de manière beaucoup plus diverse qu'on l'imagine, ce monde-là. En tout cas, moi, j'attends avec impatience la soirée des Césars. Oui. Alors, c'est vrai qu'on l'attend avec gourmandise. Émilie, en termes d'image, c'est un bon coup, Rachida ? Ouais, moi je trouve que c'est un triple réussite parce que ça sert le gouvernement. Il n'y a pas beaucoup de personnalités comme ça, fort en gueule et qui réussissent, très politiques. Ça sert peut-être pour la mairie de Paris s'il y a une alliance. On verra. Et puis elle, ça la sert. Et à mon avis, elle servira très bien la culture. En effet, moi, ça m'amusait ce que vous disiez, mais c'est vrai que ça peut être un rôle modèle, comme on dit, pour les jeunes filles en disant, vous voyez, finalement, on peut faire de la politique, on peut affronter les hommes. En fait, elle, c'est même pas une question. C'est qu'elle est comme ça. C'est un personnage voilà. Message. C'est donc, pour ça qu'elle est très fortement, qu'elle marque très fortement dans les écoles, c'est de dire, il y a pas de sujet. Tout est possible. Tout est possible. Voilà. Et elle, avec son style. Et beaucoup de gens la remarquent pour cela et l'identifient pour ça. Et souvenez-vous, Elisabeth Borne avait, lors de sa déclaration d'arrivée à Matignon, expliqué que c'était un exemple pour les petites filles, mais je crois que Rachida Dati sera peut-être un exemple plus frappant. Merci les amis pour ces explications. Ce qui est de quelques instants, on se retrouve très vite pour se tourner vers la gauche. Je le disais, la figure de Raphaël Glucksmann qui concentre les attaques de tous ses petits camarades, sans exception. À tout de suite. Ça reste entre nous. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Radio J, ça reste entre nous. Michaël Darmon, Émilie Zapalski, Arlette Chabot. Le cas Glucksmann, l'homme qui monte à gauche, du moins dans les sondages en prévision des européennes de juin prochain. Le député européen sortant devrait conduire la liste du Parti socialiste.
Et avec 8 à 10% de vote, il devance toutes les autres listes de gauche, et notamment les Insoumis qui sont loin derrière. Arlette Chabot, c'est l'homme qui monte. Glucksmann, c'est un scénario crédible? Je ne sais pas s'il va continuer à monter, mais les autres sont, excusez-moi, invisibles. Je vais être désagréable, mais franchement, Yannick Jadot pour les Verts, en 2019, ça voulait dire quelque chose. Et de toute façon, ça a toujours été une élection qui, effectivement, était très favorable aux Verts. Je ne reviens pas sur le score ou la performance de Daniel Cohn-Bendit, mais c'était une élection faite pour, évidemment, les écologistes. Alors, aujourd'hui, le choix des écolos, c'est pas terrible. La candidate, on ne peut pas dire qu'elle arrive à s'exprimer ou à exister. Après, la gauche est dispersée. Donc, du coup, Raphaël Glucksmann apparaît surtout comme, d'ailleurs, aussi un choix pour... vous avez aimé Emmanuel Macron, eh bien, maintenant, vous allez aimer Raphaël Glucksmann. En tout cas, c'est celui qui est le plus proche de vous. Et comme il n'y a pas, pour l'instant, de tête de liste, effectivement, du côté de la majorité, on s'intéresse à Raphaël Glucksmann. Il est européen, il dit des choses, il est un peu intello, mais bon, ça passe quand même. Donc, pour l'instant, c'est ça qui marche. Certains disent même d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon pouvait réfléchir à être tête de liste pour se remettre dans le jeu, qu'il ne laisserait pas la place pour Manon Aubry pour une deuxième tentative. Maintenant, comme tout est possible désormais en politique, alors moi je ne dis plus c'est possible, c'est crédible, c'est faisable, c'est probable, rien du tout. Il y en a beaucoup qui adorent, c'est les bis pour tout le monde. François-Xavier Bellamy, il recommande, Jordan Bardella, Manon Aubry. Donc il y en a on peut comprendre pour Jordan Bardella parce que ça avait marché. Pour d'autres, espérer faire mieux que la dernière fois, je trouve qu'il faut avoir le moral pour se lancer à nouveau dans cette campagne. Alors vous avez raison de rappeler ce scénario parce que Glucksmann, on dit qu'il pourrait attirer sur son nom à la fois les déçus du macronisme, ceux issus de la gauche social-démocrate ou écologiste et qui avaient été élus déçus fortement par la loi immigration, comme Daniel Cohn-Bendit, vous le rappeliez. 2009, il avait fait un meilleur score avec près de 14%, si ma mémoire est bonne, devant le PS. Donc Cohn-Bendit qui a rompu avec Macron et rejoint Glucksmann. Donc c'est déçu du macronisme, mais aussi ceux de Jean-Luc Mélenchon et de ses lieutenants qui avaient quand même révolté par leur attitude depuis le 7 octobre. Michael, c'est un scénario probable, en tout cas, il a un espace nouveau. À la fois lié aux circonstances et lié également à son propre positionnement. Il est Raphaël Glucksmann, c'est l'alliance, c'est la synthèse, si je puis dire, entre la gauche morale et la gauche gouvernementale. Et de ce point de vue-là, en étant au fond la nouvelle incarnation de la gauche hors NUPES dans la première élection depuis 2022, et compte tenu des évolutions politiques, il y a effectivement et un espace, et un corpus, et un personnage. Donc, pour la première fois, il y a sur le papier la possibilité qu'il se passe autre chose qu'un carnage. Et de ce point de vue-là, on voit bien que il y a une sorte de sursaut et on va dire d'espoir, en tout cas de frissons, on va dire, au moins autant autour de lui, parce qu'on dit, on peut peut-être effectivement, en fonction de ces élections européennes, s'il arrive en tête, alors tout peut recommencer à devenir possible, d'autant plus qu'il y a effectivement un contingent que sont les macronistes déçus, la NUPES déçue, enfin les mélenchonistes, en tout cas, outrés par son attitude depuis le 7 octobre. Voilà, déçus, et donc il peut y avoir un nouvel espace. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que François Hollande, lors du précédent scrutin, avait avec virulence critiqué la position et l'arrivée de Raphaël Glucksmann. Là, cette fois-ci, il dit il faut l'encourager. Alors, c'est un signe. C'est un signe. Et autre signe, ce week-end, le camarade Glucksmann a été la cible de tous les partis amis, si l'on ose dire, ça veut dire de la gauche. Ça compte, il compte. Alors, écologistes, insoumis et communistes ont tous fait feu sur le navire Glucksmann. Marie Toussaint, la candidate ELV écologiste donc, a fait référence, je cite, aux origines familiales de Glucksmann, qui est le fils du philosophe André Glucksmann, on le rappelle. Et elle a rappelé qu'elle était petite fille de mineur. Juste pour mémoire, en décembre, le premier meeting de lancement de campagne des écologistes avait donné lieu à une séance de bouti-thérapie. Alors, j'explique pour nos auditeurs. Le bouti-thérapie, ce sont des mouvements du postérieur au cours de laquelle 3 danseuses s'étaient déhanchées sur scène. Ils ont quand même chaud
pour Aux ne pas fesses. dire oui, fesses, allez, on aux va fausses dire, derrière les écologistes. Vous avez posé. Oui, c'était particulier, ce spectacle. J'ai vu Très ça bien, oui. retransmis en Ouais. vidéo. C'était des choix très, très particuliers que j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre aussi toutes ces attaques et tout ça. Enfin, franchement, depuis la NUPES, là, on a du mal quand même à y voir clair. Il y avait eu un élan avec ce qu'avait créé Jean-Luc Mélenchon et ce qu'il a détruit, finalement, mais ça, c'était un peu couru d'avance. Son joujou, ça aurait pu marcher, ça marche pas, il se tire dans les pattes. Moi, je pense que Glucksmann, il arrive un peu là par défaut ou par opportunisme, je sais pas comment le dire, mais un peu des deux. Moi, je crois pas trop à cette personnalité-là, sauf qu'elle arrive justement au bon moment où il y a un espace, parce qu'on parlait de Bellamy et de lui, là, on les crédite d'à peu près le même score de ce qu'ils ont fait, donc ça va pas très haut quand même, 8 à 10%, quand on pense que c'était quand même les partis traditionnels gauche-droite qui comptaient auparavant. Mais moi, ce qui me semble plus difficile pour lui, c'est comment attaquer l'Europe ? On sait que l'Europe, ça intéresse pas beaucoup les Français, alors que c'est des choses qui comptent beaucoup dans nos vies. Et ce qui marche, c'est les grosses ficelles que c'est très bien manié le Rassemblement national, c'est-à-dire globalement l'immigration et ce que vous disiez tout à l'heure, l'Europe trop lourde. Le poids de la de... technocratie Oui. bruxelloise. Et d'ailleurs, Jordan Bardella, samedi, a parlé de l'Europe de Macron. Il parle pas de l'Europe, il dit l'Europe de Macron, cette Europe libérale qui nous empêche de vendre nos produits. C'est les grosses ficelles qui marchent en Europe. C'est pas plus compliqué que ça. Pour la campagne, on va pas parler de choses très très nuancées, même si le bouti, là, c'est pas, ça c'est pas très nuancé. La non plus. boutithérapie. La boutithérapie. Mais et je suis pas sûre qu'ils aient trouvé l'angle pour que la gauche puisse avoir une parole audible aux élections européennes. C'est très compliqué, c'est vraiment très difficile. Et je suis pas sûre que Glucksmann suffise avec cette opportunité-là. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir se reconstituer une gauche qui est plus modérée que ces criards de l'Assemblée nationale qui ne réussissent à construire rien, qui ne réussissent à faire voter rien. Donc c'est quand même un vent d'espoir. Oui, voilà, il redessine un espace possible possible de la social-démocratie qui devra évidemment laisser une place importante aussi aux actions et à la politique sur l'écologie, bien évidemment, et redécouvrir aussi une capacité à être dans le social et dans le rapport de force. C'est-à-dire que, au fond, l'enjeu aujourd'hui pour une gauche non NUPES, non mélenchoniste qui veut revenir au pouvoir, elle doit aussi, paradoxalement, intégrer un peu de la radicalité que Mélenchon a posé sur le terrain et avec laquelle il a su conquérir des électeurs, parce que c'est nécessaire de pouvoir refaire un rapport de force, simplement pour quel objectif, ça c'est à définir, et sortir en fait, tourner la page de cette époque qui au fond a été néfaste pour les socialistes, c'est-à-dire à partir de la fameuse note de Terra Nova il y a quelques années, on colle aux classes moyennes, on abandonne le combat pour l'égalité et la justice sociale. Or, ça a laissé la place à d'autres et ça a transformé et ça a permis de poser la défense de la communauté comme étant prépondérante. Il y a besoin d'un retour aussi aux racines sociales. Et et je termine par là, à ce propos, le communiste Roussel, joue un rôle très intéressant dans cette revitalisation de la gauche sociale. Alors, sur le retour aux classes populaires et aux racines sociales, et notamment le poids des communistes et des insoumis, mais justement, l'insoumis François Ruffin, sur son blog, il a fusillé Glucksmann en expliquant, en dénonçant, je cite, ses propos déconnectés sans ancrage, et il affirme que son petit camarade serait la caricature, je cite encore, d'une élite qui avance avec arrogance et inconscience. Quant aux communistes, il moque le passage de la gauche caviar à la gauche dollar. Ça veut bien dire que ça s'inquiète dans les rangs, non, Arlette ? Oui, généralement, quand on est attaqué, c'est plutôt bon signe. Voilà. Et surtout, certains, en revanche, reprochent à Glucksmann des déclarations contre le capitalisme, etc., le libéralisme. Donc c'est bon pour eux. Ça va devenir un personnage central. Le problème, c'est que, effectivement, pour les autres, c'est que personne ne parle de leur candidat ou de leur candidate. Il n'y a rien de rien. À part du bad buzz, comme on le disait, avec la boutithérapie de Marie Toussaint. Oui, mais parce que Marie Toussaint, en plus, c'est quelqu'un qui ne veut pas communiquer. Elle considère que c'est une bonne militante, voilà, mais pour être tête de liste aux européennes et servir effectivement de moteur, il n'y en a pas. Après, la vraie question aussi est de savoir qui Emmanuel Macron va choisir. Comme tête de liste, effectivement, pour les européennes. On dit que en quelque sorte, Gabriel Attal serait tellement impliqué que, et comme Emmanuel Macron sera aussi impliqué, c'est pas tellement important de
choisir quelqu'un, c'est surtout qu'il y a un vrai problème. Je rappelle que la dernière fois, on avait quand même Nathalie Loiseau, qui n'était pas la plus charismatique des têtes de liste, qui avait quand même réussi à recoller au RN grâce essentiellement à l'application du président Macron. Absolument, et c'était après les Gilets jaunes où c'était extrêmement difficile et on avait dit c'est perdu pour la majorité. Mais quand même, là, le temps a passé. Et donc, Stéphane Séjourné est devenu le patron de la diplomatie française. C'était lui qui devait être tête de liste et franchement, c'était pas très, très dynamique a priori. Donc là, il y a un choix qui est important parce qu'effectivement, vous avez raison, le handicap avait quand même été sérieusement rattrapé. Alors si, effectivement, Gabriel Attal est candidat par procuration, après tout, en Italie, Giorgia Meloni envisage d'être candidate elle-même tête de liste pour, effectivement, elle aussi... Ce serait différent, parce que ce serait elle qui irait sur les plateaux et qui ferait campagne. Oui, c'est ça, on a beau dire c'est Attal, c'est le président, oui, quand il fera débattre, c'est pas lui qui ira. Absolument, c'est tout à fait raison. Donc je veux dire, à ce moment-là, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. C'était ça, c'est faire comme Giorgia Meloni. Exactement. Et dire, Gabriel Attal est tête de liste pour les élections européennes et porte le projet européen du président de la République. Et puis la différence avec 2019, c'est que il y avait 5 ou 6 points d'écart au début de campagne, il y en a plus de 10. Juste une question, je reviens à la gauche. Émilie, c'est une bonne stratégie de se tirer dessus dans tous les sens, alors que le RN avoisine les 30% dans les intentions de vote Non, mais bon, c'est la stratégie. Enfin, en tout cas, c'est la pratique habituelle à gauche. Donc, moi, je ne commenterai pas ça. Mais je pense que ce qui est encore plus compliqué, et vous avez parlé du Rassemblement national, c'est la place de l'écologie dans le débat. Ben oui, parce qu'auparavant, finalement, et vous l'avez dit, Daniel Cohn-Bendit, qui avait eu quand même un score terrible. On pensait la transition écologique au niveau européen. Et là, il y a de plus en plus de critiques qui peuvent être considérées comme légitimes sur tout ça. Et on voit de plus en plus le RN qui critique ça, le parti de la droite aussi, les Républicains qui commencent à être sur attention, est-ce qu'on va pas trop vite, il faut laisser les agriculteurs tranquilles. Cette crise agricole, elle va changer un petit peu la donne. Et donc, ça va être compliqué pour la gauche, s'ils veulent axer, et c'est ce qui semblerait juste, aussi sur la partie écologie. C'est moins vendeur qu'il y a quelques années. La crise Covid est passée par là, l'Ukraine est passée par là, on a des préoccupations de souveraineté alimentaire, de prix, qui vont à l'encontre des obligations environnementales. Donc ça va pas être facile. Mais oui, les disputes ne font qu'en rajouter. Et c'est étonnant parce que quand on voit toutes les voix, bon, évidemment, c'est abstrait de faire ça, mais quand on voit ce qu'ils pourraient représenter, si un jour ils arrivaient à se mettre ensemble, c'est quand même, ça talonne, c'est quand même assez important. Ils avaient réussi à le faire aux élections législatives de 2022 avec la NUPES, mais là, on a l'impression que c'est terminé, la NUPES. C'est plus qu'un souvenir. La NUPES, elle était mortonnée. Enfin, c'était un cartel électoral, donc ça a vécu ce que ça a vécu. Et en plus, avec l'aide de Jean-Luc Mélenchon, il a un peu accéléré le processus. C'est un euphémisme, l'aide. Pour ne pas dire une plaisanterie. Oui, bien sûr, mais on sait, on va pas... nos auditeurs connaissent aussi ce genre de situation, et donc, par définition, on a bien vu qu'il a pulvérisé totalement ce qu'il a contribué à construire. Bon, ça, on le sait. Maintenant, aussi, l'enjeu, il est effectivement d'être capable de pouvoir... créer des dynamiques qui ensuite pourront amener les rapports de force ou les rassemblements ou les lignes qui devront bouger après les élections européennes. En vue de la présidentielle, évidemment. Parce qu'après, il faudra quand même... On a basculé dans la partie électorale du quinquennat. On va sortir de ces élections européennes. On ne pensera qu'à une chose dans le monde politique, c'est quelle offre politique peut être construite pour contrer Marine Le Pen. Ça va être ça. Donc, est-ce que ça va être le rassemblement des intelligences avec sur quoi on peut avoir un doute sur le fait qu'effectivement tout le monde se réunit et on fait émerger une seule tête et on y va dans une logique d'union nationale, ou ça va être chacun dans sa boutique, et bien évidemment de ce point de vue-là, elle sera tranquille. Ce qui s'est passé la semaine dernière dans le JDD avec l'interview croisée avec Jordan Bardella et Marine Le Pen, on ne retient rien de l'interview. La seule chose que l'on retient, c'est la photo. C'est la scénographie. C'était l'objectif, évidemment. Mais qui dans la logique de la culture politique du Front National puis du Rassemblement National est une mutation profonde. Le ticket, dans un parti où on avait l'habitude de se déchirer et de décider qu'il y a une seule personne au sommet qui ne partage pas le pouvoir, c'est totalement nouveau. Et le message à envoyer à l'opinion, c'est, voilà, comme vous le dites, ça se bat à gauche, ça se bat à droite. Ils n'ont pas encore commencé la bagarre sur les primaires. On va beaucoup s'amuser. Nous, on est prêts.
Michael, en conclusion, vous vouliez nous parler d'un livre? Oui, alors justement, prochainement. dans ces temps souvent d'obscurité et où la nuit tombe sur nous, il y a ce livre de Fabrice Hakoun que j'aurais signalé à sa sortie qui s'appelle « Rallumons les lumières pour sortir la France de l'obscurité ». C'est un récit-essai décapant de la part de Fabrice Hakoun, qui à la fois est chef d'entreprise, coach pour les présidents de la République en question d'industrie, et il livre son regard sur l'état de la France et de notre époque. Rallumons les lumières. Merci à tous les trois pour vos éclairages et vos explications lumineuses qui nous ramènent un peu de lumière aux éditions de l'Archipel. Nous savons tout de la colère des agriculteurs qui montent dangereusement des premiers pas de Gabriel Attal et de son équipe et des grandes manœuvres en cours à gauche. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi 21h, avec comme d'habitude la crème des décrypteurs de la politique nationale. D'ici là, bien sûr, je compte. Mais non, à chaque fois c'est différent parce qu'aujourd'hui c'est vraiment la crème. D'ici là, bien sûr, je compte sur vous et votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. Tout ceci reste entre nous. Excellente soirée et à bientôt.